Épisode 1, Haïti, avant Saint-Domingue. Bonjour. Christophe Columbus is a liar. Christophe Colomb est un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chanteur jamaïcain Burning Spear, dans une chanson restée célèbre. Pourtant, c'est avec Christophe Colomb qu'on est obligé de commencer notre récit, puisque c'est avec son arrivée au Nouveau Monde, entre guillemets, que commence le processus qui va mener à la révolution haïtienne. En effet, c'est en 1492, dès son premier voyage, après avoir frôlé les Bahamas et Cuba, après avoir baptisé l'île de la Tortue, après avoir débarqué à peu près autour du môle Saint-Nicolas, c'est après tout cela que l'une des caravelles de colons échoue sur la côte nord d'Haïti, comme les autochtones appellent leur île. On est là, sur cette île, au cœur de ce qui deviendra les Caraïbes. On est au sud-est de Cuba, on est à l'est de la Jamaïque et à l'ouest de Porto Rico. Haïti, en tout cas l'île d'Hispaniola, est par sa situation même au cœur de ce que sera le dispositif colonial européen aux Antilles. La géographie est la mère de l'histoire, première illustration. Haïti signifierait terre des hautes montagnes en langue taïno. Mais ça, Christophe Colomb s'en moque. Et illico presto, il rebaptise l'île Hispaniola. Il semble qu'il reçoit un bon accueil de la part des indigènes avant de poursuivre sa route. Mais avant de partir, Christophe Colomb laisse sur place un petit groupe de marins qui construisent le premier comptoir européen aux Amériques au nord-est de l'île, à l'est de la ville actuelle du Cap-Haïtien. C'est sur la commune de Limonade. Mais quand Christophe Colomb revient sur place, un an plus tard, tous les marins sont morts. Maladie, mort naturelle, règlement de compte, rien n'est sûr. Mais l'hypothèse la plus probable est que les relations avec les autochtones se sont détériorées et que ceux-ci ont massacré les Espagnols. Mais bon, qu'à cela ne tienne, d'autres Espagnols les remplacent et en 1496, ils fondent le port de Santo Domingo sur la côte orientale de l'île. Santo Domingo devient la capitale d'Hispaniola et dans un procédé métonymique classique, ce port où débarquent tous les colons espagnols finit par désigner toute l'île. Plus tard, les Français francisent en Saint-Domingue le nom de Santo Domingo. Les Espagnols s'établissent et se concentrent donc sur la partie est de l'île, car c'est là où on trouve de l'or, l'obsession des Espagnols sur le Nouveau Monde. Et comment s'y prennent-ils pour chercher de l'or? Eh bien, ils mettent les populations amérindiennes, indigènes, au travail forcé. Et en ce sens, Saint-Domingue est le laboratoire premier du système espagnol en Amérique. C'est là, par exemple, qu'apparaît le système de l'encomienda. Ce que ça veut dire, l'encomienda, c'est que les colons reçoivent de leur souverain le droit d'exploiter le travail des populations indigènes dans les mines d'or et d'argent. En échange de quoi, ils s'engagent normalement à les instruire dans la foi chrétienne. Autant vous dire que c'est de l'esclavage avant la lettre. Les Amérindiens sont soumis au travail forcé. Ils sont attaqués par des maladies contre lesquelles ils ne sont pas immunisés. La variole, par exemple. Ils sont accablés par les mauvais traitements et ils sont massacrés s'ils refusent de travailler. S'ils ne se font pas tuer, beaucoup d'indigènes se suicident pour échapper à ces conditions de vie abominables. Résultat, la population amérindienne précolombienne
et anéantie. Et là, les estimations sur la taille de cette population varient un peu. J'ai lu dans certains ouvrages qu'il y a à peu près 100 000 Amérindiens en 1492. Mais j'ai vu 500 000 dans d'autres. En tout cas, alors qu'on estime à une centaine de milliers la population avant l'arrivée de Christophe Colomb, il n'en reste plus que 29 000 en 1514. Et arrivé le milieu du XVIe siècle, la population indigène de l'île a, pour ainsi dire, disparu. Leur sort effroyable est relaté par le prêtre Bartholomé de Las Casas, qui se fait l'avocat des Amérindiens et un critique féroce des méthodes coloniales espagnoles. Ironie de l'histoire, Las Casas suggère le transfert d'esclaves noirs pour soulager les autochtones. Ces noirs venus d'Afrique remplacent les taïnos dans les mines, mais aussi dans les plantations de canne à sucre, la culture de rente qui fera la richesse d'Haïti. La canne à sucre, eh bien, elle arrive aussi avec Christophe Colomb dès 1493. À cette époque, les Espagnols la cultivent déjà de l'autre côté de l'Atlantique, aux Canaries par exemple. À Santo Domingo, la canne à sucre n'est pas la priorité des Espagnols par rapport à l'or. Néanmoins, on compte une trentaine de plantations en 1530. Ces plantations sont concentrées sur la partie est de l'île, qui est la partie utile pour les Espagnols. Et pourquoi est et ouest? Eh bien, parce que l'île est coupée aux 2/3 dans un sens nord-sud par une chaîne de montagnes très hautes. Ce n'est pas pour rien que les indigènes parlaient de pays des hautes montagnes. À l'est de cette cordillère, donc Santo Domingo. Et à l'ouest, ce qui deviendra la colonie française, c'est-à-dire Haïti. La géographie est la mère de l'histoire, deuxième illustration. Sur la partie utile, l'Est, le port de Santo Domingo devient le centre névralgique de l'empire colonial espagnol. C'est de là, par exemple, qu'est lancée la conquête de Cuba. Les Espagnols sont donc bien en place. Et vous vous demandez peut-être comment les Français vont arriver à mettre pied sur place. Ça tombe bien, j'y arrive. Le premier facteur qui va favoriser l'implantation française, c'est justement l'attitude même des Espagnols. Je m'explique. Si Santo Domingo est la capitale du nouvel empire colonial espagnol, cela ne va pas durer, car les conquistadors arrivent très vite après au Mexique et au Pérou. Et là, c'est le drame pour Santo Domingo. C'est la ruée vers l'or du Pérou et du Mexique, et Santo Domingo est relégué en deuxième division. L'appel d'air vers le continent est énorme, et tout est abandonné du jour au lendemain. Par conséquent, les plantations de sucre de l'île sont abandonnées ainsi que toutes les autres cultures. Ne persiste plus sur Hispaniola que quelques ranchs de bétail. Bref, l'île n'intéresse plus personne côté espagnol. Autre conséquence de la découverte de l'or sur le continent, les Espagnols abandonnent complètement la partie occidentale de l'île, Haïti quoi. En effet, à cause des montagnes qui divisent l'île en deux, les autorités établies à Santo Domingo sur la côte est n'arrivent pas à contrôler les colons de la côte ouest, en particulier à les empêcher de faire affaire avec des navires battant pavillon étranger. Ils décident donc de déporter tout ce monde vers la partie est, ne laissant à l'ouest que le bétail qu'ils avaient introduit. Du coup, celui-ci devient endémique en l'absence de prédateurs humains. Mais la nature a horreur du vide. Et c'est là le deuxième facteur qui va amener la France à Haïti. Au départ, Français et Anglais sont en retard sur les Espagnols et les Portugais. Quand ils arrivent en Amérique,
ils prennent ce qui reste et ils s'établissent là où ils peuvent. Les Anglais, par exemple, à la Barbade, et les Français à la Guadeloupe et à la Martinique en 1635. C'est justement de Guadeloupe et de Martinique que partent un mélange de pirates, d'aventuriers, de déserteurs, bref, beaucoup de Français qui s'installent sur l'île de la Tortue, au large de la côte nord-ouest d'Haïti, ainsi que sur le territoire occidental évacué par les Espagnols. Certains de ces aventuriers chassent les bœufs sauvages laissés par les Espagnols, fument la viande en utilisant une méthode amérindienne appelée boucan et vendent la viande aux navires de passage. Ce sont les boucaniers. À partir de 1640, le bétail se fait plus rare. Les boucaniers s'associent alors aux flibustiers qui habitent sur l'île de la Tortue pour se livrer à de la piraterie. Tout ça se fait bien sûr en toute illégalité, car l'Espagne se considère encore comme détentrice de tout le territoire d'Hispaniola et dépendance. D'ailleurs, les Espagnols essayent tant bien que mal de déloger par la force ces squatteurs français, mais impossible de les virer de l'appart. Vous savez ce que c'est, ma bonne dame, les propriétaires n'ont plus de droit face aux squatteurs. Enfin, la population française de boucaniers et de flibustiers prend souche et augmente même. Et c'est justement sur ces flibustiers et ces boucaniers que la France s'appuie pour contester la mainmise espagnole. Et pour s'y prendre, elle va favoriser la piraterie à l'encontre des Espagnols. Il faut savoir qu'au XVIe et au XVIIe siècle, ce sont de véritables coffres-forts flottants qui traversent l'Atlantique pour amener l'or des Aztèques et des Incas en Espagne. Or, ces bateaux ne sont pas des navires de guerre. Ce sont donc des proies idéales pour les pirates et la France encourage les flibustiers et les boucaniers à attaquer les navires battant pavillon espagnol. La France va même plus loin et autorise ces attaques en fournissant à certains équipages pirates des lettres de marque, c'est-à-dire des lettres du roi permettant à un capitaine d'attaquer les navires d'une nation ennemie. En 1664, un autre pas est franchi, avec la nomination par Paris, ou Versailles pour être plus précis, d'un gouverneur pour mettre un peu d'ordre parmi ces bandes hétéroclites de pirates et d'aventuriers. Ce gouverneur favorise l'installation de colons qui se mettent à cultiver de l'indigo, du tabac et un peu de canne à sucre. Ils le font en employant des esclaves africains, mais aussi ce qu'on appelle des engagés. Les engagés, ce sont des Français sans le sou, qui s'engagent par contrat à travailler pendant 36 mois sans salaire. Les esclaves, quoi. Au terme de ces 36 mois, certains obtiennent des terres et se mettent à leur compte. Avance rapide, et en 1697, c'est la guerre entre la France et l'Espagne. Dans cette guerre, nombre de pionniers français qui sont établis à Haïti participent au siège et au pillage de la ville de Carthagène, dans l'actuelle Colombie. Et le sac de Carthagène est un élément important de l'histoire d'Haïti pour deux raisons. 1. Avec la défaite espagnole, l'Espagne est contrainte de céder la partie ouest d'Hispaniola à la France. Cette partie ouest, c'est bien sûr Haïti, mais vous l'aurez compris, on l'appelle alors Saint-Domingue. Cette cession est formalisée par le traité de Ryswick en 1697. Deuxièmement, Carthagène est important car les Français qui participent au sac ramènent un butin très important de cette expédition. Les plus riches d'entre eux investissent dans la terre, achètent des esclaves et deviennent planteurs. L'exemple le plus célèbre est celui de Joseph de Galifet, un officier de l'expédition.
À son retour à Haïti, il fonde des plantations qui deviendront parmi les plus rentables de la colonie et seront donc parmi les premières visées par les flammes de la Révolution en 1791. Mais n'allons pas trop vite en besogne. On est en 1697 et la colonie française de Saint-Domingue naît officiellement. Avec votre permission, je vais l'appeler Haïti dès maintenant pour faire simple. Haïti est donc officiellement occupée par la France en 1697. Plus de 50 ans, vous l'aurez remarqué, après la Martinique et la Guadeloupe. Pourtant, très vite, Haïti va éclipser non seulement ces deux îles, mais toutes les autres colonies en Amérique, grâce à deux produits miracles, le sucre puis le café. En moins d'un siècle, Haïti va devenir le premier producteur de sucre et de café au monde. Elle va exporter autant de sucre que la Jamaïque, Cuba et le Brésil réunis et produire 50% de la consommation mondiale de café. Comment expliquer cet essor faramineux? Eh bien, il me semble que quand Haïti entre officiellement dans le giron français, deux choses vont rendre le succès de la colonie fulgurant. Premièrement, il y a juste que la topographie et la géologie d'Haïti en font le terrain idéal pour la canne à sucre. Voilà, c'est le coup de foudre entre la canne à sucre et les terres fertiles d'Haïti. Deuxième facteur, quand les colons français débarquent, ils ont déjà trouvé la formule gagnante. 1. Monoculture du sucre. 2. Investissement massif. Et 3. Importation d'esclaves par millions. En ce sens, on peut dire que l'expérience de la Martinique et de la Guadeloupe a servi de terrain d'essai pour Haïti. Les planteurs y ont testé le tabac, le coton et l'indigo avant de se concentrer sur la canne à sucre. Eh bien, quand ils arrivent à Haïti, ils ne tergiversent pas. Alors, au début, il y a bien les flibustiers, les boucaniers, les gens qui étaient là avant, qui se lancent dans le tabac et font travailler aussi bien des esclaves noirs que des engagés blancs. Le tabac, ça va bien à cette population modeste, car c'est une culture qui requiert peu de capital de départ et qui est adaptée aux petites exploitations. Mais le tabac est très vite abandonné à cause de la concurrence du tabac américain et de l'émergence des autres cultures. L'indigo, par exemple, est présente sur l'île depuis le XVIIe siècle. Il requiert un peu plus de capital et de transformation que le tabac, et il continuera à jouer un rôle économique important à Haïti, derrière, bien sûr, le café et le sucre. Il faut qu'on en vienne au sucre, car c'est le produit miracle du XVIIIe siècle. Avec ses marges bénéficiaires inégalées, la culture de la canne à sucre est la base de la richesse française au XVIIIe siècle. Quelques chiffres. Entre 1700 et 1760, les exportations de sucre en provenance des Antilles sont multipliées par 8, passant de 10 000 à 80 000 tonnes par an. Ce sucre est produit dans des plantations dont le nombre augmente de façon exponentielle. Entre 1700 et 1704, par exemple, 4 ans, on passe de 18 à 120 plantations à Haïti. Et en 1713, on en est à 138. Il faut dire que le sucre, c'est l'équivalent à l'époque de ce que sont les nouvelles technologies aujourd'hui. Pour en produire, il faut des machines modernes et complexes pour extraire d'abord le jus de canne. Ensuite, il faut une technologie beaucoup plus sophistiquée pour raffiner le sucre. Et c'est pour cela qu'une plantation de canne à sucre
ce n'est pas seulement une exploitation agricole, mais aussi et surtout une usine. Par conséquent, investir dans le sucre n'est pas à la portée du tout venant. Le petit peuple peut cultiver du tabac ou de l'indigo. La canne à sucre est réservée aux VIP comme l'officier de Galifet. Parce qu'il faut des investissements colossaux. Et même quand on est riche, il est quasi impossible de ne pas s'endetter. La plupart des planteurs empruntent donc de larges sommes auprès des business angels que sont les négociants de métropole. La taille des investissements requis favorise aussi les plantations de large taille. Et oui, ça ne sert à rien d'investir des millions si c'est pour cultiver 1 m². Plus la plantation est large, plus vite on rembourse ses dettes et plus vite on fait fortune. Et si tout ne se passe pas comme prévu et qu'on fait faillite, la plantation tombe dans l'escarcelle des négociants. Et à la fin du XVIIIe siècle, il y a un nombre important de plantations détenues par des sociétés commerciales de Bordeaux, La Rochelle ou Nantes, place forte du commerce transatlantique. Et en cela, ce qui se passe à Haïti est indissociable du système capitaliste émergent au XVIIIe siècle. Dans un cercle économiquement vertueux, la prospérité des colonies est favorisée par le capitalisme financier européen, qui lui connaît un essor remarquable grâce aux mêmes colonies. La conséquence, c'est que le sucre et le café, d'abord produits de luxe réservés à la très haute aristocratie, deviennent des denrées beaucoup plus abordables dans les sociétés européennes. Cela dit, le miracle de la canne à sucre, alimenté par l'argent de l'Europe, n'aurait pas été possible sans l'esclavage. Et au XVIIIe siècle, personne n'envisage la production de sucre sans recours à l'esclavage. La traite négrière est la condition sine qua non pour la culture intensive et à grande échelle de la canne. Eh bien oui, si on ne paie pas les travailleurs, on peut dégager ces marges faramineuses. Au début, on l'a dit, en Guadeloupe et en Martinique, les colons ont eu recours aussi bien à des esclaves qu'à des engagés. Mais très vite après la colonisation d'Haïti, les colons se concentrent délibérément sur l'importation massive d'esclaves venus d'Afrique. En 1687, donc avant la création de la colonie, on compte à Haïti 4000 blancs et 3000 noirs esclavagisés. En 1700, il y a 9000 esclaves, alors que la population blanche décroît légèrement. À partir de 1735, ce sont 10 à 20 000 Africains qui sont importés chaque année sur l'île. Dans les années 1780, on passe à 30 à 40 000 esclaves par an. Et le pic est atteint en 1789 avec l'arrivée de presque 50 000 Africains. Conséquence, même si la colonie a commencé plus tard que toutes les autres aux Antilles, même si cette colonie est anéantie bien avant la fin de la traite négrière, les importations d'esclaves à Haïti représentent à elles seules environ 10% du volume total de ce trafic odieux qui a vu 10 millions d'Africains transportés en Amérique. Et c'est là le deuxième facteur donc du développement inouï de la colonie, l'utilisation massive et délibérée d'une main-d'œuvre servile. Troisième élément, on l'a dit plus haut, le hasard fait que s'il y a un endroit sur Terre où produire de la canne à sucre, c'est bien Haïti. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de larges plaines fertiles et bien irriguées. Et là, bingo. Sur un territoire 10 fois plus grand que la Guadeloupe et la Martinique réunies, il y a 4 vastes plaines idéales pour la culture de la canne. Il y en a une au nord, 2 dans la province de l'Ouest et une
dans la province du Sud. Car, je ne vous l'ai pas dit, mais la France divise Haïti en 3 provinces. La particularité de ces provinces, c'est qu'elles sont très isolées les unes des autres. Chaque province est séparée de l'autre par une chaîne de montagnes. Chacune a ses montagnes, ses plaines et ses ports. Et on dirait presque 3 colonies différentes. La circulation par voie terrestre est quasi impossible et les déplacements se font essentiellement par la mer. Et c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête parce que ces différences géographiques seront super importantes pour comprendre les crises d'après 1791. La géographie est la mère de l'histoire. 3e illustration. Suivons donc la route du sucre pour découvrir ces 3 provinces. C'est d'abord dans le nord que se multiplient les exploitations sucrières. Autour de la ville du Cap-Français, il y a une large plaine fertile arrosée par de nombreuses rivières et de nombreux ruisseaux prenant leur source dans les montagnes. Dès l'établissement de la colonie, le nord est le théâtre d'une hausse vertigineuse du prix du foncier. En 1700, le gouverneur écrit qu'une plantation vendue 70 écus 18 mois plus tôt ne peut plus être achetée pour 2000 écus. Et on est là 3 ans à peine après la cession d'Haïti par l'Espagne. En 1789, on compte 288 plantations de sucre dans le nord, dont la majorité produit un sucre raffiné. Avec le boom du sucre, la ville du Cap-Français est fondée en 1711. Située sur l'axe principal de la navigation transatlantique et entourée par les plaines sucrières les plus lucratives au monde, la ville, appelée aujourd'hui Cap-Haïtien, devient la capitale économique de la colonie. C'est le Paris de notre île, selon le mot d'un planteur. Elle compte 20 000 habitants en 1789, avec ses 56 rues organisées sur un modèle axial, ses maisons en pierre, son église, ses 35 boulangeries, son théâtre d'une capacité de 1500 places, ses bains publics, mais surtout son port. C'est dans le port que débarquent tous les esclaves et tous les colons. Et c'est de là que partent, dans un balai ininterrompu, les navires chargés de sucre et de café qui font la richesse de la colonie. Le port maintient durant tout le XVIIIe siècle un lien direct avec la France. Les nouvelles du siècle y arrivent quotidiennement, mais avec 6 à 8 semaines de retard. Ce détail aura son importance quand commencera la Révolution française. Après donc la ruée vers les terres du Nord, c'est au tour de la province de l'Ouest d'être mise en valeur. Comme son nom ne l'indique pas, la province de l'Ouest est en fait au sud de la province du Nord, donc au centre de Haïti. L'Ouest est séparé du Nord par une chaîne de montagnes. C'est la 2e province la plus peuplée et la plus riche après le Nord, et sa capitale, Port-au-Prince, est fondée en 1750. Port-au-Prince devient alors la capitale politique de la colonie. Dans l'ouest, il y a 2 grandes plaines sucrières. La plaine du cul-de-sac, autour de Port-au-Prince, et la plaine de l'Artibonite, entre les ports de Gonaïves et de Saint-Marc. À la base, ces 2 plaines sont sèches, mais après 1750, le gouvernement oblige les esclaves à effectuer de grands travaux d'irrigation. Conséquence, la production de sucre explose et il y a 314 plantations en 1789, plus 1800 plantations d'indigo et 800 de café. Enfin,
il y a une petite plaine sucrière qui environne les Cayes, la capitale de la province du Sud. Cette province est elle aussi séparée de l'ouest par une autre chaîne de montagnes. C'est une longue péninsule étroite au relief très accidenté qui s'avance vers l'ouest dans la mer. Pour y accéder, les navires venant d'Europe doivent faire un long détour après avoir accosté au cap. Alors autant vous dire que c'est rarement le cas. Les colons du Sud sont très isolés et sont beaucoup moins riches que ceux du Nord. Et ils entretiennent des relations privilégiées avec les autres îles de la Caraïbe, la Jamaïque par exemple. En particulier, il y a une contrebande très active avec la Jamaïque et avec des navires venus de Cuba ou de Curaçao. Le Sud, c'est un peu le Far West. C'est la province la moins peuplée, la moins riche, avec en 1789 seulement 191 sucreries, comme on disait à l'époque. Et c'est aussi un bastion des gens libres de couleur qui sont aussi nombreux que les blancs. On en parlera à l'épisode suivant. Ça, c'est donc pour le sucre. Mais il y a un deuxième miracle économique à partir de 1750 avec l'essor du café. Jusqu'en 1750, les flancs de montagne qui entourent les plaines sucrières sont juste des terres impropres à l'agriculture. Mais au milieu du XVIIIe siècle, les colons se rendent compte que ces terrasses inutiles pour la canne sont idéales pour la culture du café. Et comme les montagnes couvrent 60% du territoire, c'est un deuxième bingo. C'est un deuxième miracle car le café ne cannibalise pas du tout les profits tirés du sucre. C'est tout bénef. Il ne pousse pas sur les mêmes terres, il n'y a pas besoin de gros investissements et la clientèle européenne en raffole. Par conséquent, des plantations de type nouveau, plus petites et moins chères, apparaissent sur tous les flancs de montagne et emploient des esclaves. Avec le café, les colons d'Haïti augmentent leur panier moyen sans forcer. Les profits tirés du café se rajoutent à l'incroyable croissance économique de la colonie. J'espère donc que vous avez maintenant une meilleure idée de la manière dont la France a transformé la base de pirates, de vagabonds et de marginaux qu'était Haïti en vache à lait pour la métropole. Décidément, mes cours de marketing me reviennent. Et ce n'est pas un hasard. La raison pour laquelle la France bâtit un camp de travail à ciel ouvert est essentiellement économique. Comme le dit Montesquieu dans l'Esprit des lois, je cite, « Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. » Fin de citation. La colonie naît de ce calcul économique cynique. Et c'est par ce calcul aussi que la colonie mourra, car sa prospérité dépend entièrement de la violence utilisée comme stimulant économique, mais aussi comme impératif sécuritaire pour les planteurs. Or, une société où, comme le dit un planteur, je cite, « il ne peut y avoir que des esclaves et des maîtres, les premiers n'étant que des outils de production, fin des citations, une société bâtie sur ces bases ne peut être que malsaine. » Au prochain épisode, on décrira la poudrière qu'est cette société de maîtres et d'esclaves et on verra les multiples lignes de fracture qui la traversent. On verra donc comment ces conflits déboucheront sur la révolte des esclaves et in fine sur la révolution haïtienne. D'ici là, portez-vous bien et je vous renvoie à ma recommandation musicale pour aujourd'hui. Christopher Columbus, The Burning Spear. Pour vous faciliter le travail,
J'ai mis toutes mes recommandations musicales pour Haïti sur une liste de lecture Spotify dont vous trouverez les détails dans les commentaires de l'épisode. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode et salut hein.